Les Liens troublés est un balado d'aide aux proches offert en collaboration avec ANEB et grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour les proches aidants. ANEB est un organisme provincial à but non lucratif qui a pour mission première de garantir une aide spécialisée, immédiate et gratuite aux personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire ainsi que leurs proches, et ce, depuis plus de 35 ans. Bonjour, je m'appelle Sophie Azito et je suis l'animatrice du balado Les Liens troublés. En compagnie de Josée Champagne, la directrice générale d'ANEB, tout au long de la série, nous allons à la rencontre de spécialistes des troubles du comportement alimentaire. Nous allons également recueillir des témoignages et ils partageront des outils dans le but premier d'aider les proches. C'est en comprenant mieux la maladie et ses enjeux que les proches seront capables de soutenir la personne qui est atteinte d'un trouble alimentaire et réunir les conditions favorables à sa guérison. Difficile de donner des outils ou parler de la problématique des troubles alimentaires sans au préalable bien avoir cerné c'est quoi un trouble du comportement alimentaire ou ce qu'on appelle communément un TA. Un TA, c'est un enjeu de santé mentale qui est excessivement complexe, qui découle de multiples causes. On doit comprendre la base si on veut comprendre le reste. L'idée n'est pas de devenir un expert, mais pour bien soutenir son proche, il faut s'informer. La compréhension de la maladie est essentielle pour aider adéquatement. On va tenter de clarifier le tout avec la psychiatre Juliette Dornick. Dr. Juliette Dornick est professeure assistante en psychiatrie à l'Université McGill. Elle travaille également au continuum des troubles de l'alimentation de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, comme psychiatre depuis 2017. Auparavant, elle a complété une surspécialité en Angleterre en troubles de l'alimentation chez l'adulte. Bonjour Josée, bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour. J'ai le goût de commencer avec une question que je pense que beaucoup de gens se posent à la base. C'est quoi un trouble alimentaire puis comment ça se développe? Ouais. Et voilà, la petite question facile à cerner en 2 instants. Ben, c'est quand même une question qui est assez complexe, puis je pense que c'est une très bonne question. Je pense que ça fait... Il y a beaucoup de gens qui vont se la poser. Je pense que c'est pas... Le trouble alimentaire, c'est plus que juste des enjeux au niveau de l'alimentation. Je pense que c'est ça qui est important de dire. C'est sûr qu'il y a une partie que ça va être beaucoup de contrôle de l'alimentation, de peur des aliments. On peut dire des fois qu'il y a des gens qui ont une phobie de certains aliments. Il y a des gens qui veulent pas en manger certains. Il y a des gens qui perdent le contrôle des fois de leur alimentation, puis après ça, qui vont avoir des comportements pour compenser. Puis on va en parler un petit peu plus après. Oui. Je pense comment on développe... parce que c'est un enjeu de santé mentale au départ. Et que c'est la question. Puis je pense que les proches, c'est la première chose qui se passe. Ouais. Comment ils ont développé ça? Pourquoi ils ont développé ça? Puis ça aussi, c'est plusieurs volets. On s'entend qu'on va juste probablement toucher la surface aujourd'hui là, parce que c'est vraiment complexe. Puis c'est sûr qu'il y a une partie on va dire qui est génétique. On va toujours dire qu'il y a une partie génétique, une partie que c'est l'environnement pour la plupart des troubles en santé mentale. Puis il y a la partie génétique. Il y a beaucoup de recherches qui vont montrer qu'il y a certains gènes qui sont affectés. Puis il y a une partie aussi qui est un peu héréditaire, mais pas toujours. Des fois, il y a personne dans la famille qui va avoir de troubles alimentaires ou d'autres troubles de santé mentale. Puis ça, c'est comme une vulnérabilité qui est là. Fait que c'est pas tout le monde qui va avoir cette vulnérabilité-là qui va nécessairement développer le trouble alimentaire. Puis après ça, mais c'est ça la composante génétique, dans le fond. C'est quand on dit qu'il y a déjà une vulnérabilité, puis là, des fois, il y a quelque chose qui va venir, un incident extérieur qui va venir, puis ça va arriver, puis c'est pas la personne qui a la vulnérabilité, elle a pu développer le trouble alimentaire, versus la personne qui n'a pas, n'en développera pas un. C'est ça. Si on veut simplifier, ça peut être comme juste une switch on-off, puis il y a certaines personnes que ça va être mis à on, puis d'autres que non, puis c'est plusieurs facteurs qui peuvent amener ça. Après ça, les facteurs, mais ça peut être différentes choses. Il y a des choses au niveau plus social. On va voir, c'est sûr qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de focus sur la santé dans les médias sociaux, dans même les médias en général, dans le système de la santé aussi. Puis qu'est-ce qui est santé, c'est toujours... Des fois, ça peut être mal interprété. C'est bien de faire la distinction, parce que des fois, sous le couvert de la santé, on peut... il y a beaucoup de comportements qui peuvent être acceptés, même qui peuvent être nocifs, mais
cas, c'est ça. C'est par quoi on définit la santé, oui. Exactement. Puis, tu sais, c'est pas... Encore là, ça va pas juste être une cause, c'est un facteur de risque. Les gens entendent ça, puis ça peut amener des réflexions, puis ça peut, après ça, découler. Tu sais, quelqu'un qui a une vulnérabilité peut... le développer. Oui. Après ça, il y a tous les enjeux plus dans l'environnement où on a grandi, ce qu'on a entendu quand on grandissait. Mais des fois, il y a des gens qui n'ont jamais rien entendu puis qui vont quand même développer le trouble alimentaire. Puis il y a tous les facteurs aussi plus psychologiques, donc des stress, des choses qui sont arrivées dans la vie, des difficultés, des enjeux. Puis ça peut... Des traumatismes aussi. Oui. Je pense que chez Aneb, Josée... Oui. Une bonne portion de la clientèle qui a déjà eu un traumatisme sexuel, oui, qui a déjà eu... un haut pourcentage qui a eu des violences sexuelles, effectivement, dans le passé. Fait que ça peut être un élément déclencheur aussi important. Mais je trouve ça tellement important de nommer la complexité du trouble alimentaire parce que les proches, souvent, ils se posent tellement de questions sur qu'est-ce que j'ai fait de pas correct et de comprendre que c'est pas juste une chose qui s'est passée. C'est tellement important c'est très, très, très complexe. Il y a beaucoup de facettes au développement d'un trouble alimentaire. Puis c'est bien que tu nommes les proches se demandent qu'est-ce que j'ai fait. Puis là, c'est vrai, c'est une des choses qu'on va se faire dire, c'est ça donne de s'assimiler le blâme, de prendre le blâme sur soi, premièrement, c'est pas aidant. Puis effectivement, vu que c'est multifacette, ben c'est pas le proche quelque chose qui a fait. Le trouble alimentaire, il faut qu'il y ait un terreau fertile en partant, peut-être. Mentionner le terreau fertile qui est en la vulnérabilité. Puis après, plein de choses. Exactement. Puis c'est tellement complexe, un trouble alimentaire, que ça ne va jamais être une chose qui s'est passée ou une génétique qui va avoir causé ça. C'est plein de choses. Donc, ça ne va jamais une personne ou l'environnement ou c'est pas... Est-ce que vous autres, d'un point de vue médical, je suis curieuse, là, est-ce que quand vous arrivez avec un patient, puis est-ce que vous essayez est-ce que c'est important de savoir tout ce qui a causé, puis est-ce que vous essayez d'aller à la source? Oui, tu sais, on va faire la première rencontre avec les patients. C'est sûr qu'il y a la partie, il y a une partie avec le thérapeute, une partie psychiatrique ou médicale si nécessaire. Donc, tu sais, ça va être, on va vraiment aller dans l'histoire personnelle, puis on va poser des questions pour essayer de comprendre, tu sais, parce que on veut aider la personne à aller mieux. Donc, parce que c'est ça vient de l'intérieur. Il faut que tu t'attaques à... Même si les symptômes sont physiques, souvent, le trouble alimentaire, c'est de la santé mentale, fait que ça vient de l'intérieur. Ça, on le dit souvent, parce que des fois, les gens, ils voient quelqu'un qui... Puis tu le vois pas toujours non plus, le trouble alimentaire. Donc, là, moi, j'avais comme question, pourquoi puis comment on développe un trouble alimentaire? Là, on a parlé, là, c'est multifactoriel. Est-ce qu'il y avait des... On peut peut-être parler des différents troubles alimentaires, parce que ça, on peut s'y perdre aussi. Les gens, quand tu parles de troubles alimentaires, ce qui leur vient en tête, c'est anorexie puis boulimie. Puis déjà là, on pense savoir c'est quoi l'anorexie et boulimie. Mais c'est souvent pas ce qu'on pense que c'est. Alors, peut-être si tu pouvais nous faire un petit... résumé des plus grands, parce que je pense qu'on ne pourra pas toutes les faire. Là. Non. Puis, tu sais, je pense, c'est sûr, il y a l'anorexie et la boulimie. Tu sais, si on commence par l'anorexie, on va parler de quelqu'un, tu sais, qui va se restreindre au niveau de qu'est-ce que la personne va manger. Puis, qui va aussi avoir une vision de son image corporelle qui n'est pas la bonne. Fait que souvent, les gens vont avoir l'impression, même s'ils sont en sous-poids, ils vont se voir beaucoup plus... La dysmorphie. Oui, on appelle ça exactement, c'est le mot. Ils vont se voir plus que ce qu'ils sont. Puis ils vont souvent, on va souvent entendre dire, j'ai peur que ça n'arrête jamais. Puis ils ont une phobie de la prise de poids. Donc, c'est comme une phobie de la perte de contrôle aussi, qui semble être exprimée là-dedans. Oui, c'est beaucoup ça, parce qu'on va souvent dire, les troubles alimentaires, c'est l'alimentation, mais il y a beaucoup de contrôle, de peur, de perte de contrôle qui est là. Puis, c'est très présent. Fait que, puis dans l'anorexie, il y a des gens qui vont faire seulement de la restriction, donc ils vont pas manger, puis ou manger très peu. Là, oui. Puis l'exercice aussi. Il y a des gens aussi des fois qui vont perdre le contrôle puis qui vont manger beaucoup de nourriture. Puis après ça, certains vont avoir des comportements pour compenser. Donc ça peut être des vomissements, de l'exercice. Donc ça peut faire partie aussi de l'anorexie. OK. Tu vois, moi,
pensais que j'avais quand même un pas pire background sur les troubles alimentaires. Puis là, ça, je pensais que c'était des phases boulimiques dans l'anorexie parce que l'anorexie, c'est la restriction. La boulimie, c'est des pertes de contrôle avec des mécanismes de compensation, comme tu dis, l'exercice, les vomissements. Mais toi, tu dis que ça peut quand même faire partie de l'anorexie. Oui. Tu peux avoir ça. Mais quelle est la différence entre ça et la boulimie? Bien, tu sais, souvent, c'est que dans l'anorexie, il va y avoir la partie vraiment, tu sais, que les gens, bien, il va y avoir le fait que les gens sont vraiment en sous-poids. OK, ça, c'est une des caractéristiques. Ouais. Mais, tu sais, sous-poids, ça peut être un grand mot. Tu sais, on n'a pas nécessairement... Avant, il y avait, dans les vieilles définitions, il y avait un IMC là, précis, mais maintenant, dans les nouvelles définitions, on n'a plus d'IMC précis. Tu sais, fait qu'on va juste dire ils sont en sous-poids par rapport à ce qu'ils ont besoin d'être, les patients. Ça veut dire que c'est pas toujours visuellement très évident. Non. Exactement. On ne peut pas assumer, parce que les gens pensent que tout le temps l'anorexie, c'est quelqu'un qui est rachitique. Ça, c'est des cas extrêmes. Souvent, ils ne le seront pas, mais la personne peut être malade puis être en sous-poids. Oui, exactement. Puis, tu sais, après ça, tu sais, ça fait qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui ne vont pas nécessairement venir en traitement. Puis, honnêtement, j'ai pas entendu un patient, peu importe son poids, qui m'a pas dit je suis pas assez maigre pour être ici. C'est ça. C'est la perception de l'anorexique, c'est toujours qu'elle n'est pas assez maigre pour être traitée. Mais ça, c'est avec partie de leur distorsion de leur image, c'est ce qu'on disait, la dysmorphie. Mais tu sais, peu importe le trouble alimentaire, peu importe le poids, la personne, le sexe, il n'y a rien qui va... Il n'y a pas une définition en particulier. Tu sais, ça ne va pas toucher... Ça, on ne va pas dire juste les femmes, on ne va pas dire juste tel poids, on ne va pas dire... Tu sais, c'est peu importe, tout le monde peut être touché par ça. Mais un point là-dessus, je trouve ça intéressant que tu nommes la révision maintenant des critères diagnostiques parce que moi, je me rappelle dans le temps, il y avait les critères de l'aménorrhée. Oui. Hein? Donc, l'aménorrhée, c'est l'absence des menstruations. Ben oui, il fallait que tu aies ça pour être considéré anorexique. Mais les hommes... On fait que les autres ne pouvaient jamais déclarer anorexique. Ça ne pouvait pas rentrer dans les critères diagnostiques. Donc, on a un élargissement des définitions. Là, c'est beaucoup plus inclusif parce qu'il faut le mentionner, même s'il y a une prédominance pour l'anorexie, pas pour les troubles alimentaires de femmes, il y a des hommes qui sont anorexiques. Oui. Donc, puis même des jeunes garçons aussi qui sont hospitalisés pour anorexie. Je pense que ça, c'est important de le mentionner. S'il y a des proches qui nous écoutent puis ils ont des inquiétudes pour un jeune, puis ils se disent, ben non, c'est un gars, mais oui, malheureusement, il pourrait souffrir d'anorexie. On peut... Exactement. Je pense que ça... Puis aussi... malheureusement, mentionner la statistique très, très attristante que l'anorexie est la maladie de santé mentale qui a le plus haut taux de mortalité. Puis la raison, je pense, pourquoi c'est important de le dire, c'est pour prendre le sérieux de la maladie. Oui. Puis, tu sais, il y en a une partie que c'est à cause des comorbidités physiques, les symptômes physiques. Comme quoi, t'enquêtes sur le sujet? Oui. Tu sais, donc, il y a le sous-poids extrême, parce que quand on est en sous-poids extrême, à un certain point, les organes, ils sont plus capables de fournir pour le corps. Mais des fois aussi, les gens qui vont se faire vomir, ça peut être mauvais au niveau de certains débalancements dans le corps, puis ça peut faire des problèmes cardiaques. Donc, il y a ça aussi qui peut... ça, je pense que c'est les principaux, mais il y a plusieurs autres raisons aussi là, qui peuvent... Oui, les idées, je pense, suicidaires quand la personne devient très... Mais tout ça pour dire que c'est pas à prendre à la légère. Non, c'est pour ça que c'est important de s'informer et d'aller chercher de l'aide dès les débuts. Oui, parce que la moitié des cas de décès en anorexie, c'est des cas de suicide. Donc, c'est des raisons de suicide. Donc, c'est quand même très, très important. C'est triste. Est-ce qu'on peut prendre une minute pour peut-être... Pourquoi les idées suicidaires sont aussi élevées pour les anorexiques? Mais, tu sais, je pense que c'est tellement envahissant comme maladie, puis ça peut vraiment aussi beaucoup isoler la personne. Tu sais, parce que le trouble alimentaire, c'est une petite voix dans la tête de la personne, puis ça va leur dire, tu sais, t'es tout seul, il y a juste moi qui est là, puis souvent, les personnes vont se renfermer sur elles-mêmes, vont pas beaucoup en parler. Des fois, ils vont pas se sentir compris aussi par les autres. Puis ils vont s'isoler beaucoup. Puis après ça, en se sentant isolés comme ça, ils se sentent découragés aussi. Ils ne voient pas, c'est ça, ils voient pas, ils ne croient plus à l'espoir. C'est ça, souvent, c'est pour ça que c'est important, quand on, comme proche, quand on peut aller se renseigner, c'est de pouvoir dire à la personne, t'es pas seule, je suis là. Ça peut être un mécanisme aussi pour briser l'isolement, qui est un des facteurs, ce que j'entends. Puis, Julia, tu as mentionné la voix aussi, puis ça revient tout le temps. Puis peut-être que pour les proches, c'est
moi, je trouve que c'est un des aspects qui est difficile au début à comprendre ou à accepter. Que la personne, elle entend sincèrement là, pendant la maladie. Contrairement à, je pense, à la schizophrénie, c'est pas quelque chose qui demeure dans le temps. Quand tu es guéri, tu n'entends plus la voix de l'anorexie. Tu peux guérir de ça. Mais quand tu es très malade, est-ce que c'est vrai que cette voix-là, est-ce qu'elle est pas mal dans tous les troubles alimentaires ou c'est spécifiquement l'anorexie et les boulimiques, je pense aussi, qui... Oui, bien, tu sais, c'est présent beaucoup dans l'anorexie, dans la boulimie aussi, tu sais. Puis, bon, après ça, il y a tous les autres troubles alimentaires, comme on va pouvoir en parler, mais tu sais, c'est un peu... tu sais, cette voie-là peut être présente je pense, dans pas mal tous les troubles. Il y a certains peut-être un peu moins, là, mais... tu sais, puis je pense qu'on en entend plus parler dans l'anorexie, mais c'est quand même présent dans les autres troubles. Puis, tu sais, cette voie-là, bien, c'est ça. C'est pas comme une voie... C'est pas comme une hallucination nécessairement, comme quelqu'un qui a de la schizophrénie, mais c'est quand même une voix qui est là. T'sais, c'est comme une autre... La personne, des fois, on encourage aussi à se séparer de son trouble. Oui. Fait que, on va parler de la voix du trouble, mais c'est vraiment comme le trouble qui va leur parler. Il y en a qui l'appellent Anna. C'est ça. Puis le trouble, il n'y a pas quelque chose... C'est pas vraiment gentil ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas grand-chose de positif à dire. C'est comme un conjoint toxique ou violent. Là. C'est la violence continuelle psychologique. Oui, exactement. Le trouble rabaisse beaucoup, puis il va dire... souvent, il va dire c'est juste moi qui est là, il faut que tu m'écoutes. Puis c'est des choses pas mal négatives. Là. Ça, je pense c'est important de... Quand on le comprend, ben, ou on est informé que c'est vraiment là, je trouve que ça nous aide à voir la personne qui est souffrante d'une autre façon aussi, de pouvoir dire des fois à quel point, parce que ça peut être difficile pour un proche de comprendre pourquoi la personne se fait autant violence ou elle a une aussi pauvre estime de elle, mais en même temps, si tu as une voix qui t'harcèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que même dans la nuit, quand ils sont très malades, ça peut venir les envahir, on peut imaginer le niveau de souffrance des personnes. Je voulais juste qu'on puisse aborder cet aspect-là. Donc, on a dit, il y a l'anorexie, la boulimie, qui est avec les mécanismes compensatoires. Puis juste pour la boulimie, je pense que c'est important de dire, c'est pas juste les vomissements. Les compensatoires, ça peut être plein de choses Laxatif, exercice. Pour les gens qui sont diabétiques, des fois, pas prendre leur insuline. Il y a plein de façons là, d'avoir des purges. Là, n'importe quoi qui va permettre de se débarrasser de la nourriture ou perdre du poids, même si c'est ultra toxique de le faire, ils vont le faire. Fait que ça, c'est la boulimie. Là, après, ça, c'est ceux qui sont plus connus. Ensuite, on arrive dans les autres. L'hyperphagie. Oui. Fait que ça serait plus des gens qui vont perdre le contrôle, qui vont manger des grandes quantités de nourriture, donc des binges ou des orgies alimentaires, mais il n'y aura pas de moyen de compensation après. Mais il y a quand même la culpabilité qui est là, puis ils ne vont pas se sentir bien du tout là, avec ces pertes de contrôle-là. Puis... Parce que ça peut provoquer même des douleurs physiques. Je pense qu'il ingurgite tellement de nourriture dans un court espace de temps que ça peut leur faire mal au niveau de la digestion. Oui, exactement. Puis la culpabilité aussi, puis qui est ressentie souvent. Surtout... Ça fait partie des critères diagnostiques. Là, fait que souvent, ils vont se... puis c'est la réalité. Là, je veux dire, ils se sentent pas bien après ça. Puis ça reste, il y a beaucoup de pensées reliées à ça après pas mal toute la journée aussi. Là, fait que c'est très envahissant. Très envahissant. Moi, j'ajouterais peut-être quelque chose, parce que chez ANEB, on a développé des groupes spécifiques pour les personnes qui vivent l'hyperphagie. Je t'interromps 30 secondes. C'est bon de mentionner aussi que ANEB est un partenaire de recherche aussi du Loricor, je pense, pour l'hyperphagie. Oui, exactement. Ça amène, c'est au-delà de juste comme un organisme de soutien, dans le sens qu'on a vraiment une spécialité, une très grande connaissance pour l'hyperphagie, qui n'est pas reconnue, dans le sens qu'un hyperphagie qui ne peut pas se présenter à l'hôpital. L'anorexie, la boulimie, des cas extrêmes vont être pris en charge dans les hôpitaux. Un hyperphagique ou une hyperphagique va être laissé pas mal à soi-même parce que c'est pas menaçant à court terme pour la vie. Ils ne sont pas pris en charge dans les hôpitaux. Il n'y a pas beaucoup de place pour se tourner si tu souffres d'hyperphagie. Non, puis la souffrance n'est pas moindre. Mais ce que j'allais dire aussi, c'est que, puis tu peux me corriger si je me trompe, mais il y a aussi une composante parfois de surpoids. Donc, souvent, quand ils vont se présenter dans des bureaux de médecins ou quand ils vont se présenter pour avoir de l'aide,
il va y avoir certains jugements, puis ils vont se faire référer à des cliniques minceurs. Donc, c'est toujours le poids qui est adressé. C'est le poids qui est adressé, pas la souffrance, pas le fait que ça peut être un trouble alimentaire. Donc, l'évaluation n'est peut-être pas aussi étendue qu'elle devrait l'être pour d'autres troubles alimentaires. Donc, il y a énormément de sensibilisation et d'éducation à faire en lien avec l'hyperphagie. Donc, je trouvais ça important de le mentionner parce qu'il y a énormément de préjugés. Puis des fois, ils se font tasser, puis ils ont comme l'impression qu'ils n'ont pas d'aide. Bien, ils ne sont pas validés dans ce qu'ils vivent. Oui. Puis mais c'est quoi la différence entre hyperphagique et obésité? Parce qu'effectivement, l'hyperphagie, il y a souvent la composante de surpoids. Mais on sait qu'il y en a un, c'est au niveau de la santé mentale. Les comportements vont être faits différemment. Peut-être puis qu'en obésité, que c'est juste peut-être un ensemble d'habitudes de vie puis de génétique. Mais là, c'est pas moi la docteure. Je te laisse répondre. Mais... Bien, je pense que c'est quand même un très bon résumé. Je pense qu'au niveau de l'hyperphagie, puis tu peux me corriger aussi, là, je veux dire, il y a vraiment un sens. Il y a des moments où est-ce que la personne va vraiment perdre le contrôle puis ingérer beaucoup de nourriture sans c'est pas voulu, là. C'est vraiment une perte de contrôle. Puis après ça, il y a le sentiment vraiment de ne pas être bien par rapport à ça. Puis des fois, les gens vont dire, je me rappelle pas de ce que j'ai mangé. Des fois, ils vont s'en rappeler. Des fois, ils vont pas s'en rappeler. Ça peut être tellement... la perte de contrôle peut être tellement grande qu'ils peuvent même pas se souvenir. Oui, exactement. Puis, oui, ça va causer de l'inconfort physique. Puis c'est pas... Ces gens-là, ça peut être différentes choses qui vont amener ces pertes de contrôle-là. Des fois, il y a une partie que c'est souvent, il y a une partie que c'est gérer les émotions. Et puis donc, il y a beaucoup de gestion de différentes choses dans leur vie. Des fois, c'est un peu, il y a beaucoup de contrôle au niveau de l'alimentation dans la journée, puis il y a une perte de contrôle après. Donc, oui, c'est souvent, on entend les épisodes, sont le soir, sont seuls. C'est souvent dans des moments... On entendait un témoignage à un moment là, de... Aneb, elle mangeait bien toute la journée, puis là, dans la nuit, elle se levait pour manger toute une armoire de biscuits. Tu l'entends dans les témoignages, fait qu'il y a quelque chose de caché, puis qui est peut-être dans la perte de contrôle. C'est quand même omniprésent aussi, les pensées, au niveau de la nourriture. Puis c'est pas moins souffrant, comme Josée disait, par rapport aux autres troubles alimentaires. Ça, c'est pour ça qu'il y a des groupes pour personnes hyperphagiques qui souffrent d'hyperphagie chez Aneb. On a également, bien entendu, les groupes des proches. Parce qu'un proche peut être touché aussi de voir qu'un être aimé souffre d'hyperphagie. C'est pour ça qu'on parle de tous les troubles alimentaires, parce que c'est beaucoup plus large que c'est là. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on voudrait aborder aussi, les troubles alimentaires? Parce qu'il y en a plus que ces trois-là. Bien, oui, il y a en anglais, on dit le ARFID, là, mais en français, on va dire le T carré. Oui, je pense que c'est important de le mentionner. Puis des fois, ça peut s'apparenter un peu à l'orthorexie. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça se ressemble parfois aussi. Là, mais en gros, le ARFID, c'est des gens qui vont pas nécessairement... Ils vont restreindre ce qu'ils vont manger, mais pour différentes raisons. Fait que ça peut être... il y a une partie que ça peut être parce qu'ils ont peur, des fois, d'avoir une réaction allergique, peur de certains aliments, peur au niveau santé, mais ça devient vraiment obsessionnel. Ils vont dire, moi, je veux pas avoir une crise cardiaque. Peur de s'étouffer aussi. Il y en a que c'est parce qu'ils n'aiment pas certaines textures. Puis ça va causer un problème au niveau, des fois, il va y avoir des sous-poids extrêmes à cause de ça aussi. Mais la différence, c'est qu'eux, ils n'ont pas nécessairement de dysmorphie. Au fait, ils n'ont pas la voix qui Exactement. Est-ce que je me trompe? On le voit, entre autres, chez les autistes, des fois, des personnes... moi, j'ai une amie, c'est ça, son fils, justement, à cause des textures, il y a une sensibilité à tout ça, mais il fait que c'est très difficile de manger. Oui, il y a des sous-poids, mais ça vient pas avec tout le côté des pensées, mais il y a une problématique là, au niveau de la nourriture. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle dans la catégorie des T carrés. Oui. Exactement. Puis quand je dis que ça ressemble un peu à l'orthorexie, c'est parce que des fois, il y a des composantes parce que les gens sont très, très spécifiques avec ce qu'ils mangent. Donc, ils vont dire, moi, je veux pas avoir, admettons, de problème de cholestérol, fait que je veux juste manger ce qui est santé. Oui. Puis là, on vient dans notre étiquette de santé. C'est pour ça que j'avais fait le parallèle, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est les textures, puis ou la peur d'autres choses. Donc, puis là, ça nous amène à l'orthorexie, qui, est-ce que c'est reconnu dans le DSM-5 pour l'instant, l'orthorexie? Non, pas encore. C'est pas officiellement un diagnostic, mais ça peut quand même causer beaucoup de souffrance chez les gens aussi. Si vous recevez quelqu'un, des fois, vous avez vu des gens qui
qui ont un trouble alimentaire, puis théoriquement, ça serait de l'orthorexie, mais vous allez mettre un diagnostic de quoi dans un cas comme ça? Ça dépend. Tu sais, souvent, c'est que ça va rentrer aussi dans d'autres troubles alimentaires. Fait que des fois, quand les gens vont être très en surpoids, puis il va avoir une dysmorphie corporelle, mais ça va être de l'anorexie avec une composante orthorexique très, très forte. Tu sais, puis on va traiter la partie orthorexique aussi. Des fois, c'est... Oui. Non, c'est bon. Des fois, c'est plus T-carré. Puis des fois, ça va être, on va appeler ça un autre trouble alimentaire. Fait que c'est vraiment... Okay, on a vous avez la catégorie autre. Ouais, l'orthorexie, est-ce qu'on peut dire que c'est on dirait que c'est en augmentation? Puis justement, c'est ça, ce qui est dangereux avec ça, c'est que c'est sous une étiquette de santé. C'est des gens qui font juste du juicing. Peut-être nous expliquer c'est quoi l'orthorexie. Mais ça dit ortho, c'est, je pense, bien... rexie, c'est droiture, puis ortho, c'est bien manger ou... je me souviens plus. En tout cas, c'est un amalgame de bien manger. Hein? C'est ça, l'orthorexie, ou manger santé. Manger, oui. Puis, tu sais, là, avec la société dans laquelle on est, il y a beaucoup de santé, puis d'être en santé. Puis, mais des fois, ça peut être pris à l'extrême, puis les gens vont dire, moi, je mange juste des légumes, ou je mange juste ça, puis on s'entend que manger juste des légumes, c'est pas santé. C'est pas santé. Ou je vais manger sans gluten, mais tu sais, quelqu'un qui n'a pas d'intolérance ou de maladie cœliaque, mais il n'y a pas de raison de manger ça. Fait qu'ils vont couper, pour manger bio. J'avais entendu un témoignage aussi d'une femme qui passait un temps incroyable à magasiner ses aliments aussi, puis les réparer, parce qu'il fallait que ça soit l'aliment le plus santé, bio. Puis là, ça devenait... Puis là, elle ne voulait plus manger à l'extérieur parce qu'elle ne pouvait pas s'assurer de la qualité des aliments. Elle plus chez les amis. Elle arrivait avec sa nourriture, plus dans les restaurants. Ça avait pris une proportion, tout ça pour s'assurer de qualité d'ingrédients bio santé. Donc, tu te souviens que ça contrôle ta vie. On parle de l'obsession. Ouais. Et voilà, on revient avec notre terme, toujours que l'obsession qui est centrale aux troubles alimentaires. Donc, ça aussi, c'est ça s'inscrit dans l'orthorexie. En parlant justement de comportement, il y a une composante du trouble alimentaire qui, aussi pour les proches, peut-être est importante de comprendre au départ, c'est que le trouble alimentaire, il occupe une fonction pour la personne. Il y a une raison pourquoi il est là au début, où elle s'est tournée vers ce mécanisme-là. Docteur Dornier, qu'est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ça? Oui, puis tu sais, ça, je pense que c'est très important de le reconnaître. Puis des fois, je pense que c'est difficile pour les proches d'entendre ça, tu sais, qu'il y a du positif, mais tu sais, je pense que pour la personne, tu sais, puis souvent, ça va être important de dire, tu sais, dans nos traitements, on va souvent dire, mais c'est quoi le positif du trouble alimentaire ou à quoi est-ce que vous l'adressez aussi dans le traitement? Oui, parce que, tu sais, ça va être un deuil aussi de laisser aller le trouble alimentaire parce qu'il a occupé une fonction, comme tu viens de dire, puis il faut laisser aller cette fonction-là, puis il faut trouver autre chose qui va permettre à la personne de compenser pour la perte du trouble alimentaire. Donc, tu sais, il faut remplir la vie de la personne d'une autre façon. Mais tu sais, des fois, le trouble alimentaire, il peut avoir été là pour aider à contrôler la vie de la personne ou contrôler le corps de la personne. Si quelqu'un était très malade, peut-être qu'il voulait avoir un contrôle sur son corps d'une certaine façon. Des fois, c'est peut-être dans sa vie, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, donc il voulait que... J'ai l'impression que tu n'as pas le contrôle sur rien, mais surtout quand tu es jeune, tu ne contrôles pas grand-chose, mais tu contrôles ce que tu manges. Oui. C'est une façon perverse de le voir. Là, mais... Puis, ça peut être la gestion des émotions. Des fois, les gens qui vivent beaucoup d'émotions ou qui ont tendance à vivre des émotions très intenses, bien, le trouble alimentaire, il peut aider à contrôler ça un petit peu. T'sais, on dit qu'il gèle les émotions. Ouais. Fait que de la réalimentation, des fois, ou de manger plus régulièrement, ça va dégeler les émotions. Puis des fois, c'est très, très difficile de passer par là. Fait que, parce que c'est un peu comme si on maintient une bouée en dessous de l'eau constamment avec le trouble alimentaire. Là, quand on la laisse aller, mais elle va monter plus haut. Il faut que tu fasses ça. Fait que c'est tolérer beaucoup, beaucoup de détresse avec la réalimentation. Fait que je pense que c'est ça, c'est des fonctions que j'entends beaucoup, mais il y a beaucoup de choses. Des fois, les gens sont comme, c'est la seule chose qui me reste dans ma vie. J'ai perdu tout le reste, puis c'est la seule chose qui est là présentement. C'est tellement confrontant pour un proche de comprendre, d'entendre ça. Je pense qu'on n'a pas le choix de l'adresser parce que ça fait partie de la problématique, mais c'est à ne rien y comprendre. Au départ, là, je parle en tant que proche, là, au départ, quand tu acceptes que ça fait partie, je pense que ça nous aide à accompagner la personne, mais au départ, tu te fais raconter ça. Mais moi, je l'avais comparé à une dépendance.
c'est la même chose. Un peu, les fois, les gens vont avoir développé des dépendances, c'est pour faire face à quelque chose d'autre, puis ça devient comme des béquilles. Bien, j'imagine que le trouble alimentaire, il y a une fonction comme ça. On entend aussi des fois dire que la personne s'est réalisée dans son trouble alimentaire. Ou comme les anorexiques qui arrivent à devenir très maigres, c'est comme une réussite. Puis au départ, ils se font complimenter sur la perte de poids. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on entend. Puis même quand ils sont rendus très loin dans la maladie, des fois très maigres, le côté compétition, ça, c'est difficile aussi. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que là, on est dans quelque chose d'excessivement complexe aussi par rapport à la fonction du trouble alimentaire pour la personne. Là. Comme de le voir sous forme de réussite. Oui, bien, tu sais, il y a comme la partie qui est un petit peu... Les gens vont dire, bien, quand je vois que j'ai une perte de poids, il y a comme un petit high, tu sais. Je me sens comme, tu sais, j'ai un petit, comme, une montée d'adrénaline, là, que, tu sais, ça me fait du bien. J'ai avoir une nouvelle étape. Oui, c'est comme quelqu'un qui dit, ben, j'ai eu un 100 dans mon examen, mais pour eux, c'est comme, tu sais, j'ai réussi quelque chose, tu sais, puis j'ai réussi à perdre du poids, tu sais. Puis c'est comme un peu une compétition contre eux-mêmes, contre la balance, contre l'équipe traitante, des fois aussi. Tu sais. Fait que des fois, c'est le travail aussi, puis des proches aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est pas de mettre la responsabilité sur les proches, mais c'est juste d'essayer d'être un allié pour la personne et non pour le trouble, tu sais. Puis, OK, c'est un point important. Un allié pour la personne et non pour le trouble. Comment? Comme pour un proche, là... Ben, tu sais, des fois, c'est de dire, ben, présentement, tu sais, je suis pas en colère contre toi ou je suis pas contre toi, tu sais, je suis contre le trouble. Tu sais, j'essaie de m'opposer. C'est bien de le nommer et de faire la différence. De ça. ne pas associer la personne, elle n'est pas réduite à son trouble alimentaire, mais de... OK. Je pense que c'est parce qu'on essaie aussi beaucoup dans le traitement de séparer la personne du trouble. Fait que c'est d'essayer peut-être de faire ça. Elles peuvent venir à se voir juste comme un aussi. Hein. Il y a comme une perte d'identité si tu vis longtemps avec le trouble alimentaire. Là aussi. Puis c'est peut-être pour ça, des fois, que les gens vont dire il me reste plus rien parce qu'ils ont tellement l'impression que c'est juste eux puis le trouble. Ils ont de la misère à faire la différence entre le trouble puis eux-mêmes. Que, même s'ils ont des proches qui sont là, ils vont se dire ben, il me reste plus rien en dedans, même s'il leur reste des choses. Oui, mais les autres, ils ne voient plus ça avec le trouble alimentaire. C'est quoi les enjeux communs qui sont qu'on peut dire à toutes les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire? Parce que là, on a parlé d'enjeux des fois plus spécifiques, mais c'est quoi les enjeux communs? Bien, il y en a un, c'est le trouble alimentaire, il occupe une fonction chez la personne. Je pense que ça isole beaucoup. Je pense que ça, c'est une chose qui est importante, je pense, à dire. C'est que les gens, ils se sentent très seuls. Autant le trouble, ils ont l'impression qu'il est là pour eux, mais ils se sentent aussi très seuls, puis souvent pas compris. Ça revient tout le temps, l'isolement. Ça, c'est... Puis ça isole les proches aussi. Hein. Oui. Puis, je fais le parallèle avec la pandémie. Oui. Parce que là, on a vu des hausses au niveau des troubles alimentaires, mais les gens étaient très, très, très isolés. Encore donc, plus sans que jeu de mots, l'isolement profitait là, du trouble alimentaire. Là, puis ah oui. Malheureusement, j'ai une fille là, qui souffre d'un trouble alimentaire, puis elle était contente pendant la pandémie. Elle dit, moi, je fais juste... Au moins, je pense plus pour une fois. Là, je suis isolée, puis je suis contente d'être dans ma chambre. Tu sais, c'est triste à entendre parce que il y a comme l'isolement que les personnes finissent par rechercher, mais aussi s'isolent. La maladie isole parce que tu as l'impression que c'est tabou, tu ne seras pas compris, tu n'en parles pas. Puis tes mécanismes autour de la nourriture font que ça devient de plus en plus difficile d'être dans des contextes sociaux. Tu sais, la nourriture, ça a une fonction qui est plus que juste nous nourrir. Ça nous connecte socialement. C'est souvent que les repas de famille, les fêtes de famille aussi qui sont autour des repas, puis c'est ce qui arrive souvent pour un trouble alimentaire. Les gens vont éviter ces occasions-là. Oui, puis tu sais, même juste aller prendre un verre ou un café, il y a aussi, c'est pas juste... C'est ça. Ça fait partie aussi de la partie de nourriture. Oui, puis là, tu bois pas parce que ça a des calories. Tu peux pas aller sortir avec la personne ou au Starbucks parce que là, ton café... Il y a tout ça. C'est quoi les répercussions du trouble alimentaire sur la personne? Il y a des répercussions physiques aussi, puis il y a des répercussions mentales. Ça serait quoi les répercussions? On ne peut pas toutes les nommer, là, mais les plus importantes. Mais tu sais, je pense, une partie, c'est qu'il y a souvent, c'est rare que c'est juste un trouble alimentaire. Il y a souvent d'autres diagnostics. La comorbidité, oui. Ça fait qu'on voit souvent, anxiété, dépression, c'est très présent. Les traumatismes sont très présents aussi, puis des fois, c'est plus l'impulsivité. Donc, il y a des dépendances à d'autres substances. Ça peut être très, très... Il peut y avoir beaucoup de choses qui sont présentes autres que le trouble alimentaire.
Il faut, dans le fond, aller se séparer. C'est quoi dans un cas comme ça, première étape, c'est peut-être de voir, est-ce que vous essayez de départager? Est-ce que vous essayez de voir si la condition première, c'est le trouble alimentaire ou... Des fois, c'est dur de savoir qu'est-ce qui était en premier ou qu'est-ce qui est en premier. Ouais. Je pense que l'idée, c'est plus de dire, s'il y a un autre diagnostic qui est là, c'est comment on peut le traiter. Des fois, ça va être avec des médicaments, des fois, ça va être plus avec de la thérapie ou du support. Ça dépend vraiment de ce qui est présent comme autre diagnostic ou aussi de la sévérité. Mais c'est de le nommer puis d'aider la personne à s'en sortir. Parce que, si la personne se bat déjà contre le trouble alimentaire, puis là, elle doit se battre contre l'anxiété ou contre une dépression, c'est très demandant. Là. Fait que Au début, j'imagine, c'est là que vous allez essayer vous allez essayer de contrôler tout le côté anxiété, dépression pour pouvoir l'aider à sortir de son trouble alimentaire. Parce que c'est quoi le trouble alimentaire encore? Les plans de traitement, comment ça fonctionne? Puis, OK, je vais commencer avec une autre question avant. Comme proche, c'est à quel moment qu'on doit commencer à s'inquiéter pour la personne là, qu'on aime, qu'on pense qu'il souffre d'un trouble alimentaire? C'est quoi les signes qu'on devrait regarder? Oui, je pense que c'est une grosse question aussi. Puis je pense que ça dépend. On donne juste des pistes de solutions. Là, on le sait que... Je pense que c'est déjà quand, en tant que proche, on a une inquiétude, je pense que, comme tu l'as dit tantôt, c'est vraiment de s'écouter. Parce qu'on connaît la personne. Fait que si on a une inquiétude, c'est important de s'écouter. Après ça, je pense que les autres choses à regarder, c'est une personne qui change de comportement. Fait que quelqu'un qui était très social, qui devient beaucoup moins social, ou quelqu'un qui commence à faire plus de sport, qui faisait aucun sport. Donc, des changements plus drastiques. Là, donc, mais aussi, quelqu'un qui va s'isoler plus ou quelqu'un qui est à l'école, ses notes vont commencer à descendre. Mais ça ne veut pas dire, il y a des gens qui gardent toujours des très bonnes notes, mais je veux dire, si on voit ce changement-là, ça peut... Donc, des changements de comportement, la personne qui s'isole, ce sont des signes. Puis physiquement, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit regarder? Ouais, je pense qu'une perte de poids rapide, c'est déjà... Mais c'est pas toujours visible. C'est pas toujours... C'est ça, c'est pas toujours visible. Fait que c'est pas parce que la personne ne perd pas de poids qu'on ne doit pas s'inquiéter. C'est qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Fait que des fois, il n'y a aucun signe physique. T'sais. Mais c'est sûr que s'il y a une perte de poids, bon, c'est un signe. Là, mais je veux dire, souvent, il n'y a pas de signe au début nécessairement. Là, les personnes, qu'est-ce qu'on leur recommande? Tout de suite de contacter leur médecin de famille, d'appeler. C'est quoi les prochaines étapes? Puis la raison pourquoi, c'est que des fois, tu entends quelqu'un qui dit elle n'a pas perdu tant de poids que ça, mais si la perte de poids a été très drastique et rapide, il peut y avoir un impact physique au niveau des organes, mais qu'on ne le voit pas. Ça, c'est des cas qu'on connaît maintenant, mais les gens ne le savent pas, peuvent tarder à aller consulter. Exactement. Puis si c'est plus des purges, puis que c'est un débalancement au niveau des électrolytes qu'on va parler, ça aussi, ça peut être très inquiétant. Puis on va pas tu le verras pas, c'est ça. Fait que, oui, il peut y avoir, je pense, contacter le médecin de famille, ça peut être une bonne chose. C'est sûr que si on n'a pas de médecin de famille, ça complique un peu les choses. Il y a toujours la possibilité, il y a les 100 rendez-vous, c'est toujours difficile à avoir au Québec, là, des fois par région, là, c'est selon... mais je pense que, une des choses qui peut être faite, c'est la première chose, c'est d'en parler, peut-être avec la personne pour qui on s'inquiète. De le nommer, de le mentionner. De le mentionner, c'est de se renseigner aussi sur peut-être la maladie, d'essayer de comprendre un peu peut-être plus ce qui se passe. Puis si vous nous écoutez, probablement que c'est un peu ça ce que oui, vous êtes déjà en train de faire une étape. Je pense que c'est de voir les ressources. Il y a Aneb qui est très présent, je pense qu'il peut de les appeler, qui peut offrir un support. Ils ont de l'information, mais bon, il y a beaucoup de ressources aussi qui peuvent être... On commence à essayer de prendre des étapes pour se renseigner, puis peut-être appeler Aneb, médecin de famille, mais on passe un peu à l'action, là, parce que souvent, comme tu dis, ça peut ne pas être visible, mais si on a des inquiétudes, peut-être c'est mieux de valider, vérifier que de juste dire, bon, je vais attendre. C'est le message ici qu'on veut passer. Quand est-ce qu'un proche doit être hospitalisé? Quand est-ce qu'on est rendu à une hospitalisation? C'est quoi les critères qui fait qu'une personne va être hospitalisée? Encore là, ça dépend de beaucoup de choses. Nous, des choses, c'est sûr que tantôt, j'ai nommé la perte de poids rapide, mais ça, c'est une des choses qui va nous inquiéter. C'est pas nécessairement... C'est sûr qu'un sous-poids extrême va nous inquiéter, mais des fois, il y a des gens qui sont pas nécessairement sous-poids extrême, mais s'ils ont une perte de poids rapide, ça peut quand même être une raison d'hospitaliser la personne.
des laboratoires anormaux. Des fois, il y a certaines choses qui peuvent nous inquiéter plus que d'autres. Fait que, si on voit que vous avez pris une prise de sang au départ aussi. Au niveau du cœur aussi. Si on fait des électrocardiogrammes, donc s'il y a quelque chose qui nous inquiète à ce niveau-là. Les signes vitaux qui sont trop bas, le pouls, ça, c'est des choses qui peuvent nous inquiéter aussi. Encore là, les débalancements, là, donc la prise de sang qui serait anormale. Là, ça, c'est tous des critères qui vont amener à l'hospitalisation. Mais je pense que chez l'adulte, c'est sûr que les hospitalisations, on essaie toujours qu'elles soient volontaires, parce que on essaie vraiment de travailler avec c'est plus difficile sinon. Oui, on voit qu'au long terme, ça ne change pas grand-chose de forcer quelqu'un ou pas. Donc, on va vraiment essayer de travailler avec Sauf, j'imagine, quand la vie de la personne est en danger ou là, ça nécessite une hospitalisation, même contre son gré. Exactement. Puis, sinon, ben, ça va être aussi, je pense, l'hospitalisation, on va la considérer quand on voit vraiment que la personne, elle a perdu le contrôle face à son trouble alimentaire, puis qu'elle a besoin d'un support de plus pour vraiment reprendre un petit peu plus de contrôle pour pouvoir continuer le traitement en externe. OK, pour qu'elle soit capable de ne pas mettre sa vie Quand ils perdent le contrôle, c'est qu'ils n'ont pas toujours un peu perdu le contrôle dans le trouble alimentaire, mais c'est que là, ça devient dangereux. Oui, que le trouble alimentaire est rendu vraiment trop envahissant, puis que la personne elle ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus, elle se met en danger. Ça, c'est les critères. Ouais. Souvent, je pense qu'il y a eu aussi des tentatives de traitement qui ont été faites dans... mettons, à l'externe, programme de jour, hospitalisation de jour, mais ça, finalement, c'est pas aussi aidant que ça devrait l'être. Donc, l'autre option aussi, c'est l'hospitalisation au complet. Là. Exactement. On va toujours essayer de traiter à l'externe avant parce que c'est sûr que l'interne, c'est un milieu qui est donc artificiel. C'est pas chez la personne va éventuellement être obligée de retourner chez elle puis de manger dans son milieu. C'est ça. Fait que, on va essayer de traiter à l'externe. Puis souvent, c'est ce que les gens veulent aussi. Là, ils ne veulent pas nécessairement une admission. Donc, on va toujours essayer ça si possible. Puis l'hospitalisation, c'est vraiment quand il y a la vie de la personne peut être en danger ou c'est pas mal de dernier recours. Ouais, puis c'est juste pour dire, c'est pas quelqu'un va pas arriver dans le bureau puis je vais dire, ben là, t'es admis, là, on te transfère sur notre unité interne, ça va être des discussions, Ça, j'imagine, surtout du côté adulte. Du côté adulte, oui. Ouais, moi, je parle, c'est sûr qu'en médecine adolescente, c'est un peu différent. Des fois, ça peut arriver que c'est un petit peu plus rapide parce que là, on parle plus des gens qui sont en développement. Oui, ils n'ont pas toujours la maturité non plus pour être capable de se prendre en charge. Oui. Il y a une des questions que je pense les proches peuvent se poser puis qui est compliquée, c'est quand la personne retourne à la maison après une hospitalisation, comment on gère la transition? C'est difficile, ça. Parce que là, sont partis. S'ils ont eu une hospitalisation, c'est des hospitalisations de long terme. Là. C'est pas 2-3 jours, il faut le dire, en trouble alimentaire, parce qu'il n'y a rien qui va se régler en 2-3 jours. Souvent, c'est pour viser une prise de poids ou rétablir un problème de santé. Donc, la personne, ça fait plusieurs semaines qu'elle est hospitalisée, puis là, elle revient à la maison. Puis là, il faut qu'elle reprenne des habitudes au niveau des repas ou comment le proche... Quels conseils, comment ils peuvent gérer cette transition-là? Bien, je pense que la première chose, c'est vraiment d'essayer d'avoir une rencontre avec l'équipe traitante avant que la personne retourne à la maison. Nous, on essaie toujours de le faire, mais je pense que c'est très important. Pour établir un plan de retour à la maison? Oui, exactement. Puis c'est aussi de demander aux proches, qu'est-ce qui serait aidant présentement? Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va pas t'aider? Puis de nommer ses inquiétudes. Parce que si la personne dit, ben je veux pas ça, je veux ça, mais que... on reste dans les mauvais comportements. Ouais. Donc, c'est de dire comment aussi je peux nommer mes inquiétudes si j'en ai. Peut-être d'avoir cette conversation-là. Si je vois que ça va pas dans le bon sens, comment je peux te le dire? Comment je peux te l'amener? Puis c'est d'essayer de voir si c'est possible de rester en contact avec l'équipe traitante un peu. Si la personne le permet, d'avoir... qu'eux autres, ils assurent comme un genre de suivi de transition. Oui. Est-ce que ça, c'est les ressources pour les proches? C'est vers ces ressources-là qu'on les retournerait? Bien, je pense qu'il y a l'équipe traitante, mais sinon, il y a aussi, ANEB est très présent. Je pense que c'est vraiment une bonne ressource d'appeler. Puis il y a des supports aux proches. Je pense que c'est d'utiliser toutes les ressources qui sont disponibles aussi. OK. Donc, si pour aider pendant la transition, c'est de rester en contact avec l'équipe traitante, je pense que dans un cas comme ça, les équipes s'attendent à ce qu'il
qu'il y ait un contact avec les proches. Ouais. Contrairement à d'autres types de maladies, des fois, là, ils savent que ça va prendre un support avec les proches. Sinon, bien aussi, toujours, ça, c'est plus au niveau support psychologique. Je ne sais pas si Annette peut aider vraiment dans ce qui est spécifique à une transition, mais tout ce qui l'aide par rapport aux proches qui doivent être encore plus inquiets quand il y a une transition comme ça. Bien là, ça, ils peuvent se tourner vers Annette. Exactement. Tu sais, c'est plus comprendre la maladie, le support psychologique. Là, je pense que. Mais tu sais, c'est la responsabilité aussi de l'équipe traitante d'aider les proches avec la transition. Bien, en parlant, oui, non, j'allais dire, moi, je trouve ça super important parce que le proche ou les proches deviennent un allié dans le traitement et dans le rétablissement et non mis à l'écart, comme quoi ils font pas partie, mais non, ils font partie de la solution au niveau du rétablissement. Donc, ils sont un allié important. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir rencontrer l'équipe traitante et discuter avec l'équipe, justement, pour savoir comment je m'y prends, qu'est-ce qui peut être aidant, qu'est-ce qui va être moins aidant. Donc, mais ça, les proches, ils ont accès, tu as raison, parce que c'est sûr que comme proche, souvent, c'est qu'il y a deux choses. Même à partir de 14 ans au Québec, la personne peut dire « je refuse que l'information soit partagée ». On le sait que pour plus jeunes, souvent, les médecins vont collaborer avec les parents parce que c'est un trouble de santé mentale. Donc, c'est important qu'il soit gardé dans l'information. Mais une fois aux adultes, ils peuvent bloquer cette information-là, mais avec la permission de la personne, des fois aussi. À quel point comment est-ce que les proches peuvent aller s'informer? Est-ce qu'ils peuvent avoir un contact avec les médecins pour dire... Puis on entendait, là, il y avait pendant la semaine de sensibilisation, il y avait eu un témoignage d'un papa qui qui avait été complètement mis à l'écart. Il se sentait tellement impuissant parce que sa fille le bloquait dans les plans de traitement, puis il ne pouvait pas être un allié de comme tu disais. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? Parce qu'on le sait, là, puis les proches qui nous écoutent, ils risquent de vivre des situations similaires. D'un côté, tu as la loi avec laquelle vous êtes pris puis vous essayez de respecter, mais de l'autre côté, tu as quelqu'un qui peut-être en déni, qui ne veulent pas les proches soient impliqués, mais en même temps, les proches sont des alliés. Puis, tu sais, c'est toujours... C'est compliqué, c'est toujours la difficulté parce que nous, on aime ça quand les proches sont impliqués aussi parce qu'effectivement, c'est des très bons alliés, tu sais, puis surtout que la personne se sent seule, fait que de pouvoir les amener dans le traitement, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Tu sais, je pense que ce qui est difficile, c'est effectivement quand la personne dit oui, tu sais, je veux que mes proches soient impliqués, bien, on va faire des rencontres familiales, on va les amener dans des fois, c'est des appels téléphoniques, mais je veux dire, tu sais, on va essayer de les amener dans le traitement, faire des plans avec eux. Puis c'est quand la personne dit non, je veux pas que mes proches soient... C'est ça qui est plus compliqué. Ça devient plus compliqué. Mais ce qui peut toujours être fait, c'est sûr que, tu sais, des fois, nous, on a des proches qui appellent à la clinique, puis bon, on leur dit, bon, on peut pas... Malheureusement, présentement, on n'a pas l'autorisation de vous parler. Ouais. Par contre, on va rediriger, tu sais, si vous voulez de l'information par rapport à... tel, vous pouvez appeler, bon, on va rediriger vers Annette pour l'information générale, tu sais, où on peut, tu sais, on peut parler de généralement c'est quoi un trouble alimentaire, on peut donner cette information-là aux proches, mais on ne peut pas se parler spécifiquement. Fait que vous restez pris dans cette contrainte-là où est-ce que si la personne a dit non, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux pour sa santé, fait que c'est ça. Ça, on comprend qu'on est on est dans la zone grise, là, où est-ce que ça, c'est du légal? Mais, tu sais, moi, ce que je vais faire, puis je pense que la majorité des thérapeutes à notre clinique vont faire ça aussi, c'est que je vais en parler aux patients, tu sais, je vais dire, bien... Ça serait bon que tu impliques tes proches. C'est ça, tu sais, il y a quelqu'un qui a appelé à la clinique, bien, si la personne m'autorise, je vais dire, bien, il y a quelqu'un qui a appelé à la clinique, tu sais, pour toi, puis, tu sais, est-ce que, tu nous autoriserais à ce qu'on leur parle ou est-ce que, tu sais, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire, parce que des fois, aussi, les gens savent, les patients savent pas qu'on peut dire une partie de l'information sans... Tout dire. Fait que, des fois, pour nous autoriser, ils vont dire, OK, tu peux parler de la maladie. Parle de ça, mais parle pas de ça. Je veux pas que tu parles de combien de fois je prends, plan de traitement, mais tu peux parler du reste. Tu peux parler de ma maladie, comme mon diagnostic. Fait que ça, des fois, ça peut aider. Donc, les proches, c'est quand même d'essayer d'être en contact avec l'équipe traitante puis d'essayer de trouver un terrain où est-ce que vous pouvez faire partie des discussions. Ce serait ça le conseil qu'on donnerait aux proches.
Je pense que je vois le temps filer, puis je le sais qu'on pourrait passer tellement plus de temps parce que c'est touffu comme sujet. Mais je pense que là, on a fait le tour. Bref, quand même, c'est quoi un trouble alimentaire? Qu'est-ce qui peut amener à l'hospitalisation? C'est quoi les signes à regarder? Est-ce qu'il y a de l'information, là, comme un mot de la fin que vous aimeriez partager par rapport à ce qu'on vient de voir aujourd'hui, là? Je pense que c'est vraiment d'être là pour nos proches quand on voit qu'on pense qu'ils peuvent avoir une difficulté. Puis c'est d'essayer de ne pas juger, parce que des fois, ça peut être difficile de voir quelqu'un pas manger aussi parce que c'est quand même un instinct. On va penser que c'est la base. C'est la base. C'est la base de manger. Mais c'est vraiment une maladie. Puis c'est pas aussi simple que de juste dire, ben mange. Parce que si c'était aussi simple que ça, ben on n'existerait pas, nous. Ce serait pas notre travail, hein, mais on ferait autre chose. Mais je veux dire, c'est très, très difficile pour les patients. C'est plus que juste... ça paraît simple, mais c'est vraiment important, ce que tu viens de dire. Pas juger, puis aussi, c'est vraiment une maladie. Oui. Je pense que parce qu'on l'entend encore des fois des gens, mais pourquoi elle ne fait pas juste manger? Oui. On n'y avait pas pensé. Mais moi, je vais faire du pouce sur ce que Julia a mentionné. Donc, moi, j'utilise souvent, puis on va l'entendre à plusieurs reprises dans cette balado-là, la pointe de l'iceberg. Oui. Donc, ce qu'on voit, les comportements, ce qu'on a indiqué tantôt, c'est la pointe de l'iceberg. Ce qu'on ne voit pas, c'est toute la souffrance et tout ce qui se passe en dessous. Donc, oui, on remarque des affaires, mais de ne pas rester justement à cette superficie-là, parce qu'en dessous, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance qu'on ne voit pas. Donc, on adresse la souffrance, puis effectivement, les symptômes qu'on voit, c'est juste, c'est des symptômes, ça représente autre chose. Exact. La maladie est beaucoup plus complexe, en tout cas, c'est ce qu'on, de toute façon, on voit bien là, avec nos discussions. Puis justement, au prochain balado, je pense qu'on va donner plus des outils pour comment peut-être aborder notre proche, comment on peut l'aider. Docteur Julia Dornick, merci énormément d'avoir partagé avec nous aujourd'hui, d'avoir été ici, de nous avoir donné de tes compétences et ta spécialité pour essayer de mieux comprendre les troubles alimentaires. Je vous dis merci beaucoup d'être à l'écoute. Vous êtes en train de faire une première étape pour vous aider et aider vos proches également. Alors, on vous dit à bientôt. Le but de ce balado est d'apporter de l'aide et de l'information aux proches d'une personne qui souffre d'un trouble alimentaire. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à souffrir en silence. Pour de l'aide additionnelle, ANEB offre une ligne d'écoute, du service de clavardage, de texto, ainsi que des groupes qui sont spécifiquement conçus pour les proches. Pour plus d'informations, visitez anebquebec.com. Ce balado a été produit et réalisé par Sophia Zito Productions.